Souleymane, je vous le conseille. Alors, Maintenant, que faire maintenant, à partir de maintenant, où va-t-on? oui, c'est une question que tout le monde se pose. C'est le rapport de force maintenant, peut-être même dans la rue, qui déterminera l'issue de cette situation que nous déplorons. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est une cascade de réactions, disons, et de réactions qui nous a amenés à cette situation-là. Donc des réactions excessives et des actions excessives qui se sont confrontées dans le temps et qui nous ont amenés dans cette situation. On ne souhaiterait pas que cela se poursuive dans la même dynamique que nous avons observée dans le passé. On pense que je ne suis pas là pour discuter commenter les décisions de justice en tant que républicain. La justice devrait suivre son cours. Les personnes qui sont incriminées devraient aller vers les voies de recours qui s'offrent à elles pour pouvoir, disons, être remis dans leur droit. Cela, je souhaite qu'en tout cas qu'il y ait une issue heureuse pour que le droit soit dit, que le droit soit bien dit. Ça, c'est des questions juridiques. Maintenant, quand il concerne des questions, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour que les uns et les autres puissent avoir un pas en arrière. Je pense que la paix se construit à deux. On ne peut pas construire seul la paix. Il faut le reconnaître, hein, l'État du Sénégal, par la voix du président de la République, avait appelé au dialogue. Une certaine opposition avait refusé d'aller vers ce dialogue-là. C'est leur responsabilité. Mais je pense que cela ne devrait pas, disons, en tout cas, être dans une dynamique de rupture totale des discussions entre cette partie de l'opposition dite radicale et l'État du Sénégal. Dernière question. Oui. Excusez-moi, désolé de vous interrompre, mais dernière question, quelles peuvent être les répercussions, les conséquences de l'évolution de la situation politique sur le positionnement de la société civile dans le débat national, dans le fonctionnement de notre société? Quels sont les changements à apporter, quelles sont les réformes à apporter justement dans de votre côté? Oui, moi je pense qu'il faut faire une distinction entre la société civile dite officielle, celle qui est constituée d'ONG, d'associations qui essaient d'œuvrer, et la véritable société civile constituée par les religieux, par les acteurs sociaux, qui ne sont peut-être pas parfois même organisés dans des associations ou dans des structures formelles. Cette société civile qui se dit toujours voilà, détenteur, en tout cas, détentrice en tout cas de la médiation, disons, d'apporteur de consensus. Moi, je pense que cette société civile devra se regarder dans la glace et revoir ses manières de faire. J'ai l'habitude de dire qu'une société civile qui veut se positionner en médiateur ne peut pas se permettre de faire des invectives, de faire des injonctions à une partie ou à une autre. On a une obligation de discuter avec les deux parties et si on devrait élever la voix, disons, traduire les sentiments des uns et des autres et non pas se mettre en donneur de leçons. On n'est pas des donneurs de leçons. Et moi, c'est cette société civile-là qui veut parfois être un donneur de leçons. C'est là où je ne suis pas d'accord parce que ça les met souvent dans une situation où ils ne sont plus écoutés par une partie. Quand vous donnez une leçon à une partie, l'autre partie ne vous écoute plus. Donc, par contre, cette société civile, cette véritable société civile qui a une posture neutre, non chef religieux par exemple, qui, eux, portent la voix toujours, mais dans des situations solennelles, lors des gamous, des magal, etc., cette société civile continue de jouer son rôle comme il l'a toujours fait. Mais on l'a très peu entendu sur les derniers événements. Être à équidistance, parler aux personnes, c'est vrai, au moment où ils doivent leur parler, dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans leur salon, dans le secret des dieux, pour trouver des consensus. Ils ne sont pas là pour se positionner. Ce n'est pas une société civile qui est là pour se positionner en disant que j'ai parlé à telle personne, j'ai fait telle chose pour pouvoir arriver à la paix. Non, c'est une société civile qui, lorsqu'elle doit parler aux différents membres de l'opposition ou bien à l'État, le fait dans une situation discrète pour pouvoir trouver des consensus et ne pas tirer la couverture sur elle-même. Merci. Je pense que la société civile formelle dont on a parlé a intérêt à revoir sa manière de faire et ne pas être dans une situation de positionnement. Moi, je pense qu'il y a une certaine société civile, ce n'est pas tout ça, mais il y a une certaine société civile qui se positionne à chaque fois qu'un État est chancelant à aller vers l'opposition pour avoir des prébendes et tirer la couverture de son côté.
Je ne suis pas d'accord sur cette posture et je pense que c'est ça qui fait un peu qui crée des confusions ou bien des amalgames dans le positionnement de la société. On vous a bien entendu. Merci, Cheikh Tidiane Sy Al Amine du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Et nous sommes maintenant en ligne avec Papa Amadou Fall, analyste politique. Papa Amadou Fall, bonjour. Souleymane, bonjour. Papa Amadou Fall, quelle lecture politique faire des derniers événements? Quelles sont les conséquences politiques justement de la dissolution de PASTEF, du placement de Ousmane Sonko sous mandat de dépôt et d'autres événements? Il y a eu les manifestations, des arrestations et autres. Comment lire politiquement tous ces événements et leur enchaînement? Je vous remercie. Je pense que l'on s'est toujours préoccupé de savoir comment l'État doit gérer cette situation avec toutes les manifestations qu'il y a eu, les condamnations qu'il y a eu. On s'est interrogé. Un État debout, c'est ce que tous les Sénégalais attendaient. Debout en ce sens que quand des décisions sont prises par la justice, ces décisions doivent être appliquées. Maintenant, que les uns et les autres jouent leur rôle de négociation à tous les niveaux pour dire, faisons attention, mais dès lors que la sanction a été prononcée par la justice, l'on pouvait dire que et comment appliquer cela. Heureusement que l'État est resté debout, pour l'essentiel. Parce que je dis maintenant, il y a assez de ressorts, de leviers dans ce pays pour peut-être remettre dans une certaine mesure certaines choses. Mais que l'État reste debout, ça c'était d'abord la première préoccupation que l'on avait. On s'en est sorti d'une certaine manière. Il y a des manifestations qui ont lieu. On ne peut pas considérer cela comme des broutilles, parce qu'il nous faut une écoute forte également à ce niveau pour entendre et bien entendre ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils doivent être là pour dire ne laissons pas passer les choses d'une certaine manière. Mais c'est dans la manière que l'on doit peut-être bien réfléchir pour faire attention pour que l'engrenage n'aille pas plus haut. Et ça, je pense que certaines dispositions sont en train d'être prises à ce niveau. Nous avons entendu tout à l'heure le marabout en parler et je ne veux pas dire plus. C'est essentiellement la négociation, la discussion et peut-être des négociations souterraines. Mais au plan politique, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter l'escalade, d'après vous? Mais au plan politique, je pense que il y a en fait, Souleymane, quand certaines situations sont là, minées par certaines déclarations extrêmement gênantes, extrêmement fortes, qui vont dans le sens d'une défiance très, très, très forte. Je pense que revenir à la raison, se dire que nous avons été peut-être trop loin dans notre manière de vouloir nous imposer, revenir à la raison, avoir un discours beaucoup plus tempéré, c'est cela que l'on recherche. Personne ne peut imposer la force à un État et que cela puisse prospérer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
le Sénégal n'a jamais fonctionné de cette manière. Malgré toutes les déclarations que l'on entend par-ci et par-là, allant dans le sens de oui, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Oui, il ne faut pas le faire. Mais il y a également ce qu'il ne faut pas faire pour qu'on en arrive à ça. Ça également, c'est la vérité. Nous avons entendu des choses qui nous ont tous choqués. Allant dans le sens de s'il faut vous donner la mort, allez-y. Bousculer, attaquer les institutions. Et cela, je dis, quand même, la démocratie, c'est également de la tempérance. Hein. La démocratie, c'est également de la tempérance. Ce n'est pas parce que dans le rapport de force, je peux gagner, je peux m'imposer, que l'on dit, bon, on défie tout. Ce n'est pas comme ça. Revenir donc à la politique au sens noble du terme, au rapport de force politique, c'est-à-dire au débat, à l'échange d'idées et aux discussions sur les programmes, sur les visions, etc. Mais Souleymane, je crois que c'était en 1962 qu'on avait dissous le PAI. Parce qu'à Saint-Louis, il y avait eu des manifestations, on avait même sorti des kalachnikovs et des pistolets. C'est la deuxième fois dans l'histoire politique du Sénégal que l'on dissout un parti. Parce que la charge de violence que l'on a tous suivie était devenue d'une telle intensité que l'on se disait tous, mais où est-ce que cela va nous conduire? Donc aujourd'hui que les décisions sont prises, permettre à tout un chacun de pouvoir jouer un certain rôle dans la mesure du possible pour dire, bon, allons à la table maintenant et parlons. Merci beaucoup. Merci à vous. Doyen Amadou Fall, je vous remercie. Malheureusement, on est rattrapé par le temps. Merci pour cette intervention. Dernier élément à ce sujet, l'impact des émeutes ou manifestations sur les stations-service. 3 jours de grève à compter de ce mardi pour cause de situation de crise sociopolitique. De nombreuses stations-service ont fermé leurs pompes pour faire face à cette situation d'insécurité, ce qui n'est pas sans conséquence pour les automobilistes. Reportage Nafissa Toussila. C'est une situation assez compliquée pour de nombreux automobilistes comme Mohamed Mendy qui paye par carte uniquement pour cette chaîne de stations-service. C'est sûr, je ne vais pas travailler, je paye par carte avec mon entreprise. Et même si je devais payer par espèce, ce ne sera pas possible. On n'y peut rien. Je n'ai d'autre choix que de rentrer avec le pot d'essence dont je dispose. Situation inconfortable aussi pour ce monsieur qui conduit une moto. Le désarroi se lit facilement sur son visage quand il n'aperçoit aucun pompiste. Jean-Maurice Sen. Je pensais que c'était au niveau de la banlieue. Je suis étonné que ici ça fait partie. Franchement. Bon, maintenant, quelle est la motivation principale? J'ai entendu que c'est parce qu'ils ont été souvent attaqués. Bon, c'est vrai, c'est un préjudice énorme. Et on ne peut que s'en désoler et vraiment être solidaire avec eux. À l'impossible, nul n'est tenu. Je vais me garer et puis voilà, attendre sagement. Dans cette station-service située à Gédo, tout est à l'arrêt. Tous les pompistes sont en train de se prélasser. Ils ont reçu des ordres. Du côté des gérants, l'heure est à la comptabilité. À quelques kilomètres de là, au Raïma de Niaritali, cette chaîne de stations d'essence fonctionne. Le camion citerne est même en train d'approvisionner les réservoirs. Le gérant de cette station soutient qu'il n'a pas été mis au courant
de cette grève. Donc, il va vendre du carburant. Mais moi, je ne peux pas croiser les bras et ne pas vendre. Et d'ailleurs, nous n'avons pas été informés de cette grève. Et les supérieurs ne nous ont pas demandé d'aller en grève. 3 jours de désagrément pour les usagers des stations-service, mais pour les gérants, il y va de leur sécurité. À 12h42, voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation sociopolitique marquée par l'emprisonnement hier de Ousmane Sonko, la dissolution du parti Pastef les Patriotes et les manifestations qui ont suivi, dont le bilan provisoire est 3 morts, 2 à Ziguinchor, 1 à Pikine, avec les conséquences également sur les activités économiques, notamment cette grève d'une partie des stations-service. Le reste de l'actualité avec cette affaire du bébé dont le corps a été déchiqueté dans une machine à laver à l'hôpital Abass Ndao. Après la médiatisation de l'affaire, c'est le doute maintenant chez la famille Couderin. Jean-François, le père du bébé, déclare que les responsables de l'hôpital ont décidé de pratiquer un test ADN pour savoir si c'est leur bébé qui a été broyé par la machine. Il parle de ruse de la part de l'hôpital et renseigne qu'il va porter l'affaire devant la justice. Jean-François Couderin avec Famadion. À pas avoir écouté l'information, le surveillant général m'avait appelé pour me dire que ce n'est pas une bonne procédure, que l'enquête est en cours, de laisser l'enquête avancer, tout simplement. Donc concrètement il faut aussi le test ADN pour confirmer, alors qu'ils nous ont bien confirmé que c'est réellement notre bébé qui est décédé. Donc je ne sais pas si le bébé est encore en vie ou c'est un autre bébé. Donc ils ont semé le doute dans votre tête, c'est cela? Oui, dans ma tête. Voilà. Finalement, vous n'avez aucune certitude. Est-ce que c'est réellement votre bébé qui est décédé? Bon, moi je pense que nous sommes en Afrique et que c'est juste des ruses pour gagner de temps, tout simplement. Parce que à force, je ne comprends pas pourquoi on va me dire que c'est le bébé qui est décédé, le directeur de l'hôpital qui a confirmé que le système d'annotation après la naissance est fait automatiquement, donc il ne peut pas y avoir de confusion de bébé. Mais ce que je sais, c'est que soit mon bébé est vraiment retrouvé dans la machine à laver et la justice sera faite, ou mon bébé est vivant à quelque part et ils vont sortir. Donc je n'ai pas plus que ça. Est-ce que vous avez porté plainte? Oui, la plainte est en cours. Donc on va déposer ça. À Kédougou, le chavirement d'une pirogue, bilan 9 morts. Nous sommes en direct avec notre correspondant sur place, Ibrahima Djebakhaté, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. Quelles sont les dernières informations sur cet accident dont je rappelle le bilan, 9 morts sur la Falémé? Tout à fait. Les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est que l'enquête qui a été déclenchée par les forces de défense et de sécurité se poursuit toujours. Mais c'est des sources établies dans la zone que nous avons jointe ce matin révèlent que les 4 rescapés et le piroguier ont pris la clé des champs après le chavirement de la pirogue à la nage. Il faut rappeler que Souleymane, en cette période d'hivernage, il y a une montée des eaux au niveau de la Falémé. Les orpailleurs qui d'habitude utilisaient des motos pour traverser, aujourd'hui empruntent des pirogues pour la traversée du fleuve. En dépit des postes de passage officiels que sont Ilimalo en Sangran, Moura en Sayen-Soutou, Gemili Koulia, Moussala et Sansamba. Ils empruntent des passages non officiels, notamment avec des pirogues pour traverser. Vous le rappelez tout à l'heure, avant-hier, aux environs de 22h, une pirogue qui avait à son bord 16 personnes à chavirer et du coup 9 personnes sont mortes et les 9 personnes ont été repêchées par les populations de Ilimalo. Ils ont été inhumés sur place sur ordre du procureur parce qu'ils étaient en état de décomposition. Aujourd'hui, Souleymane, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que le port de gilet de sauvetage
n'est pas à l'ordre du jour au niveau de ces passages clandestins. Il est aujourd'hui urgent pour que ce port de gilet soit effectif et qu'il y ait une coopération avec les populations pour faciliter davantage les forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation de la zone Souleymane. Merci Ibrahima Djebakhate. RFM. L'actualité internationale. Avec vous, Georges Détié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Dans l'actualité internationale, d'abord le Niger. La France commence l'évacuation de ses ressortissants ce mardi. L'évacuation aussi des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le Niger. Une annonce du ministère français des Affaires étrangères. Ce sont 1500 personnes, dont 850 Français, qui sont concernés. L'opération va se dérouler sur la base du volontariat et via de petits avions de transport personnel semblables à des avions de ligne mais appartenant à l'armée. Une réunion interministérielle comprenant notamment des responsables du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Armée et de l'Intérieur est en cours pour décider des modalités de l'opération d'évacuation. Le Mali et le Burkina soutiennent le Niger et menacent la CEDEAO. Dans un communiqué conjoint, le Burkina et le Mali disent apporter leur solidarité au Niger. Les deux pays menacent de quitter la CEDEAO en cas d'intervention militaire au Niger qui serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina et le Mali. Le communiqué conjoint a été lu à la télévision malienne par le porte-parole du gouvernement de transition, le colonel Abdoulaye Maïga. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Au Burkina, justement, des coups de feu entendus à Ouagadougou après minuit. Selon des témoins qui se sont confiés à l'agence France Presse, les tirs provenaient de la base aérienne 511 située dans le centre de Ouagadougou. Une source sécuritaire citée par l'AFP évoque un malheureux incident limité à la base aérienne sans plus de précision, ajoutant que la situation est sous contrôle. Selon une source gouvernementale citée par VOA, les coups de feu étaient des tirs de sommation provoqués par la présence d'un individu dans le périmètre de sécurité d'une base aérienne. Hors du continent, en Chine, les pluies diluviennes et inondations qui frappent Pékin et ses environs ont fait au moins 20 morts et 36 disparus. Selon le bureau de la météo de la capitale, en 40 heures seulement samedi, Pékin a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet. La Birmanie, pour terminer, Aung San Suu Kyi a partiellement gracié, une grâce qui porte sur 5 des 19 condamnations contre elle. Sa peine de 33 ans est réduite de 6. Elle est maintenant de 27 ans. Cette grâce survient dans le cadre d'une amnistie collective accordée par la junte militaire à plus de 7000 prisonniers à l'occasion du carême bouddhiste. L'ancienne dirigeante civile de la Birmanie est détenue depuis le coup d'état militaire de 2021. Merci Georges Détié Diop. RFM Sport. À présent, l'actualité des sports avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. Afro-basket féminin Rwanda 2023, l'équipe du Sénégal joue sa survie. Les Lions qui affrontent l'Égypte en 8e de finale tout à l'heure, donc à 13h, le match que vous voulez suivre sur la RFM. L'enjeu, une place en quart de finale face à une équipe de l'Égypte que le Sénégal a souvent battue ces dernières années. Nous retrouvons à Kigali notre envoyé spécial sur la Tcham. Journée décisive pour les équipes qui ont terminé 2e et 3e de leur poule. L'enjeu décroché un ticket pour les quarts de finale. Après le match Angola-Guinée, c'est l'Égypte qui fera face au Sénégal. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à l'Afrobasket 2021 où l'Égypte s'est inclinée 63-78 face au Sénégal. En 2019, les Lions avaient dominé largement les Pharaons 85-47. Les autres rencontres des deux équipes dans cette compétition avaient également
également tourné à l'avantage des Lions, 93-61 en 2017, 84-72 en 2015 et 100-69 en 2013. Mais attention, l'Égypte détient un effectif bien huilé où les joueuses ont l'habitude de jouer ensemble. C'est une équipe athlétique et peut compter sur bon nombre de joueuses comme l'arrière Nadine Mohamed Saïd Soliman Mohamed, meilleure pointeuse avec 48 points, Meral Abdelgawad, sans oublier la meneuse Soraya Degaidi, très expérimentée qui participe à son 5e Afrobasket. Mais le Sénégal a aussi quelques atouts à faire valoir. Les Lions peuvent aussi compter sur les cadres et aussi sur les novices comme Ciara Diard qui est restée constante depuis le début de cette rencontre. C'est d'ailleurs la deuxième meilleure marqueuse avec 41 points. Espérons que ce match soit le déclic comme ce fut le cas en 2015 où le Sénégal avait perdu ses 2 matchs et avait terminé sur la plus haute marche du podium. Soda Thiam, Kigali, Rwanda, Radio Futur Média. Soda, Sénégal-Égypte à 13h. Notez que donc le vainqueur affronte le Cameroun en quart de finale. Les 8e de finale qui ont démarré ce matin. Justement, surprise, l'Angola a été éliminé par la République de Guinée qui gagne sur le fil 71-69. Mozambique, Côte d'Ivoire à 16h et puis Ouganda, RDC à 19h. Jeu de la francophonie, le programme des athlètes sénégalais. Déjà en basketball féminin, Sénégal-Roumanie à 16h45. En athlétisme, on aura les finales du 100 mètres hommes avec Mamadou Falsar. À 15h30, saut en longueur, on aura Amad Faye, Lys Mendy, finale 400 mètres hommes, Chertiyan Diouf, Frédéric Mendy, Lamine Diallo, 15h40, finale 100 mètres et 15h55, la finale pour le 110 mètres et. L'équipe nationale de lutte a offert au Sénégal ses 2 premières médailles d'or dans ces Jeux. 5 médailles au total, dont 2 en or. Donc la dernière a été remportée par le capitaine de l'équipe, mais il promet encore plus de médailles pour la lutte africaine. Anna Rocha. Champion d'Afrique en lutte africaine, Modou Faye alias Ordinateur n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires lors de ce tournoi de lutte olympique. 4 combats, 4 victoires, un seul point encaissé. Modou Faye. C'est la première fois que je fais la lutte sur un tapis. Je rends grâce à Dieu pour cette victoire. Mon ambition est de gagner tout ce qui est possible, de gagner en lutte. Je pense que je peux faire plus. L'équipe nationale de lutte a récolté 5 médailles, dont 2 en or, de quoi rendre le capitaine encore plus optimiste. On aimerait remporter d'autres médailles, s'il plaît à Dieu. Tous les lutteurs ont fait de bons combats durant ce tournoi de lutte olympique. C'est un travail collectif. Ma victoire appartient à toute l'équipe. C'est de bon augure pour le reste de la compétition, estime aussi le président du CNG de lutte, surtout que les lutteurs sénégalais excellent le plus dans la lutte africaine. Biresen. À mon parcours, nous sommes satisfaits. Je félicite et encourage toute l'équipe de lutte olympique surtout, qui a fait preuve de courage, d'abnégation et d'engagement dans cette compétition-là. Nous avons eu ici 5 médailles. Et ce n'est pas rien ça. Dans une compétition comme celle-là, on a rencontré de grands pays de lutte, tels que la Roumanie, le Canada, la France et d'autres pays africains comme le Cameroun, qui a fait une très bonne percée. Nous autres, nous savons que nous avons des compétences en lutte, mais on a quelques lacunes. Les lutteurs qui ont pris ces médailles, qui ont gagné ces médailles d'or, c'est la première fois qu'ils montent au tapis. On leur a donné, n'est-ce pas, le ruban de traitement au Sénégal, en 10 jours de regroupement, et ils sont venus et ils sont arrivés, n'est-ce pas, au sommet. Nous avons continué à travailler. Prochain rendez-vous avec la lutte, jeudi 3 août. Anna Rocha, Kinshasa, RFM. Suleiman, c'est tout pour les sports. Prochain rendez-vous donc à 13h pour le match. Merci Youssouf Bodian. Avant de nous quitter, cette info de dernière minute, une des conséquences de la mise en prison de Ousmane Sonko et de la dissolution de PASTEF, donc les manifestations à Diaoubé, un mort enregistré, mort par balle. Selon des témoins, des magasins ont été saccagés. Les forces de l'ordre tentent de ramener le calme. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À 12h55, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef, Elhadj Ndiogou Diène, à la coordination, Mamas Toukan. Mise en onde, Lamine Sow, production également. À 13h, la retransmission en direct du match Sénégal-Égypte, comptant pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique de basket féminin. Aux commentaires, Pape Malik Diaw et Youssouf Bodian. Excellente suite des programmes sur la RFM.